Bonsoir, mathématiques, Bonsoir, ça va? monsieur. Ça va, monsieur. Et vous? Ça va, ça va. Alors, on va faire un peu la CO et CE. C'est un thème blanc, d'accord? Et je sais pas si tu as fait ou non, mais alors, je partage l'écran un instant. Mais non, comment faire? Attends. Alors, c'est l'épreuve blanche, d'accord? Tu as fait ou pas encore? Non, monsieur. Ok, c'est bon alors. Je mets dans le groupe ce document. On va écouter ensemble et tu vas écouter deux fois. OK? Je- c'est bon, tu vois. Alors, je te laisse lire les questions. Oui. D'accord? On va faire tout ça ensemble. On commence. Première écoute. D'accord? Compréhension de l'oral, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Quand on parle d'agriculture, on pense souvent à la campagne, mais saviez-vous que l'agriculture existe aussi dans les villes? Sur les toits du parc des expositions à Paris, on retrouve 14 000 mètres carrés de potagers urbains.
Cette agriculture est encore loin de pouvoir nourrir tous les habitants de la ville, mais elle tend à se développer et à faire de nouveaux adeptes. Nour Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice urbaine. Oui. Racontez-nous ce qu'on trouve dans ce lieu insolite. On fait surtout pousser une quinzaine de variétés de légumes. Par contre, à part quelques fraises en été, on n'a pas de fruits, car ce n'est pas possible de planter des arbres sur le toit. Et oui, les potagers urbains ont leurs limites, mais aussi des avantages, puisqu'on a un restaurant, le Perchoir, qui permet de déguster les légumes du jardin avec vue sur Paris. Vous parlez des avantages et des limites de l'agriculture urbaine. Mm. Quels sont ces liens avec l'agriculture traditionnelle, justement ? Les deux types d'agriculture sont complémentaires. L'agriculture urbaine est à ses débuts, elle ne peut pas encore approvisionner suffisamment les besoins des magasins alimentaires d'une ville. L'idée, ce serait surtout de développer ce type d'agriculture parce qu'il y a un potentiel énorme. Pas pour remplacer, mais pour aller de pair avec l'agriculture traditionnelle. La richesse de ma profession, c'est qu'elle est souvent liée à des missions de transmission. À la ferme urbaine, on organise par exemple régulièrement des animations à destination des jeunes pour expliquer comment on cultive les légumes. Il y a souvent une bonne ambiance, à la fois studieuse et détendue. Comment qualifieriez-vous ces nouveaux agriculteurs urbains ? Tout le monde ne travaille pas comme agriculteur à la ferme urbaine, il faut aussi des entrepreneurs. En tout cas, toujours des gens qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas froid aux yeux. Ce qui rassemble, c'est cette volonté d'innover, de s'éloigner des sentiers battus. Il faut être créatif et engagé. Xavier Moisse, vous êtes arboriculteur en Normandie. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles fermes urbaines ? Je trouve que ces agriculteurs urbains ont du courage de se lancer dans cette aventure, mais que leur rôle est plutôt de sensibiliser les gens au travail des agriculteurs, de proposer des ateliers de découverte aux plus jeunes. C'est ce dialogue avec les habitants qui est intéressant. Mais il ne faut pas penser que ce type d'agriculture nous permettra de subvenir aux besoins de toute une population. C'est impossible. Les toits des bâtiments ne pourront pas remplacer les champs. En plus, même si la plupart des produits des fermes urbaines sont dits biologiques, on oublie souvent que l'environnement dans lequel ils se trouvent reste la ville. C'est donc au milieu des pots d'échappement et des voitures que les légumes poussent. Pour moi, un vrai légume doit pousser dans un champ, pas entouré de béton. Merci à vous deux, Xavier Moisse et Nour Maillard, pour vos témoignages sur l'agriculture urbaine. Quand on parle d'agriculture, on pense souvent à la campagne, mais saviez-vous que l'agriculture existe aussi dans les villes ? Sur les toits du parc des expositions à Paris, on retrouve 14 000 mètres carrés de potagers urbains. Cette agriculture est encore loin de pouvoir nourrir tous les habitants de la ville, mais elle tend à se développer et à faire de nouveaux adeptes. Nour Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice urbaine. Oui. Racontez-nous ce qu'on trouve dans ce lieu insolite. On fait surtout pousser une quinzaine de variétés de légumes. Par contre, à part quelques fraises en été, on n'a pas de fruits, car ce n'est pas possible de planter des arbres sur le toit. Et oui, les potagers urbains ont leurs limites, mais aussi des avantages, puisqu'on a un restaurant, le Perchoir, qui permet de déguster les légumes du jardin avec vue sur Paris. Vous parlez des avantages et des limites de l'agriculture urbaine. Mm. Quels sont ces liens avec l'agriculture traditionnelle, justement ? Les deux types d'agriculture sont complémentaires. L'agriculture urbaine est à ses débuts, elle ne peut pas encore approvisionner suffisamment les besoins des magasins alimentaires d'une ville. L'idée, ce serait surtout de développer ce type d'agriculture parce qu'il y a un potentiel énorme. Pas pour remplacer, mais pour aller de pair avec l'agriculture traditionnelle. La richesse de ma profession, c'est qu'elle est souvent liée à des missions de transmission. À la ferme urbaine, on organise par exemple régulièrement des animations à destination des jeunes pour expliquer comment on cultive les légumes.
Il y a souvent une bonne ambiance, à la fois studieuse et détendue. Comment qualifieriez-vous ces nouveaux agriculteurs urbains? Tout le monde ne travaille pas comme agriculteur à la ferme urbaine, il faut aussi des entrepreneurs. En tout cas, toujours des gens qui n'ont pas peur de se lancer, qui n'ont pas froid aux yeux. Ce qui rassemble, c'est cette volonté d'innover, de s'éloigner des sentiers battus. Il faut être créatif et engagé. Xavier Moisse, vous êtes arboriculteur en Normandie. Quel regard portez-vous sur ces nouvelles fermes urbaines? Je trouve que ces agriculteurs urbains ont du courage de se lancer dans cette aventure, mais que leur rôle est plutôt de sensibiliser les gens au travail des agriculteurs, de proposer des ateliers de découverte aux plus jeunes. C'est ce dialogue avec les habitants qui est intéressant. Mais il ne faut pas penser que ce type d'agriculture nous permettra de subvenir aux besoins de toute une population. C'est impossible. Les toits des bâtiments ne pourront pas remplacer les champs. En plus, même si la plupart des produits des fermes urbaines sont dits biologiques, on oublie souvent que l'environnement dans lequel ils se trouvent reste la ville. C'est donc au milieu des pots d'échappement et des voitures que les légumes poussent. Pour moi, un vrai légume doit pousser dans un champ, pas entouré de béton. Merci à vous deux, Xavier Moisse et Nour Maillard, pour vos témoignages sur l'agriculture urbaine. Exercice 2. Lisez les questions. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, on parle des nouveaux moyens de s'informer chez les jeunes avec Alicia Labaca, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Alicia. Bonjour. Que ce soit des questions sur la vie quotidienne ou encore sur les matières scolaires, on constate aujourd'hui que les jeunes se réfèrent de moins en moins à leurs parents. C'est maintenant Internet qui répond à toutes leurs questions. C'est un nouveau réflexe en quelque sorte, Alicia ? Oui, c'est une tendance chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Cette nouvelle source d'information est intéressante à partir du moment où elle permet de faire en sorte que les jeunes aient à leur disposition des informations fiables qui ont été vérifiées. C'est vrai que les moteurs de recherche ont remplacé les encyclopédies et les visites pour aller se documenter à la bibliothèque. Mais n'y voyons pas forcément que du négatif. Les jeunes, quelles que soient les générations, ont un véritable intérêt, un appétit démesuré pour apprendre de nouvelles choses, pour se renseigner sur tout et n'importe quoi. C'est justement ça la force de la jeunesse. Alors si les jeunes se renseignent en toute autonomie sur leur téléphone ou leur ordinateur, comment faire quand on est parent pour les aider ?
car c'est aussi notre rôle de répondre à leurs questions. Et avec Internet, c'est comme si les parents étaient en décalé, pas du tout au courant des questionnements que traversent leurs jeunes et des interrogations qu'ils ont. C'est vrai, mais certaines questions sont difficiles à poser à ses parents. Les adolescents sont pudiques, ils ont parfois honte de poser certaines questions, alors Internet permet d'obtenir des réponses à toutes les questions sans filtre et sans tabou. Et au niveau de l'enseignement, quelles sont les conséquences de ces nouvelles utilisations technologiques chez les jeunes? On remarque que les cours en ligne se développent et plaisent aux jeunes lorsqu'ils sont associés à des moments en présentiel dans la classe. Les professeurs peuvent envoyer des vidéos pour se préparer au cours, expliquer une notion ou un fait historique. Cette partie du cours en ligne, ça libère du temps pour faire des activités de groupe, ça permet d'avoir plus de moments en interaction quand les élèves se retrouvent ensemble en classe. C'est donc intéressant de développer les cours à la fois en ligne et en présentiel, de façon complémentaire. Mais alors, entre les cours en ligne, le téléphone portable utilisé pour discuter avec les copains, la télévision quand ils rentrent de l'école et l'ordinateur pour jouer et s'informer, est-ce que nos jeunes ne sont pas envahis par les écrans? C'est toute la difficulté, en fait. Les écrans sont une source merveilleuse de savoir, mais il faut bien les utiliser. Les écrans font partie de notre quotidien et sont indispensables, mais il est nécessaire de séparer les moments avec et sans écran. Pendant la récréation, par exemple, ou lors des moments de travail en groupe, les jeunes doivent apprendre à ne pas les utiliser. À la maison aussi, il y a des moments où les jeunes doivent trouver d'autres activités que celles faites sur les écrans. Merci Alicia Labaca pour votre témoignage. Aujourd'hui, on parle des nouveaux moyens de s'informer chez les jeunes avec Alicia Labaca, doctorante en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Alicia. Bonjour. Que ce soit des questions sur la vie quotidienne ou encore sur les matières scolaires, on constate aujourd'hui que les jeunes se réfèrent de moins en moins à leurs parents. C'est maintenant Internet qui répond à toutes leurs questions. C'est un nouveau réflexe en quelque sorte, Alicia ? Oui, c'est une tendance chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Cette nouvelle source d'information est intéressante à partir du moment où elle permet de faire en sorte que les jeunes aient à leur disposition des informations fiables qui ont été vérifiées. C'est vrai que les moteurs de recherche ont remplacé les encyclopédies et les visites pour aller se documenter à la bibliothèque. Mais n'y voyons pas forcément que du négatif. Les jeunes, quelles que soient les générations, ont un véritable intérêt, un appétit démesuré pour apprendre de nouvelles choses, pour se renseigner sur tout et n'importe quoi. C'est justement ça la force de la jeunesse. Alors si les jeunes se renseignent en toute autonomie sur leur téléphone ou leur ordinateur, comment faire quand on est parent pour les aider? Car c'est aussi notre rôle de répondre à leurs questions. Et avec Internet, c'est comme si les parents étaient en décalé, pas du tout au courant des questionnements que traversent leurs jeunes et des interrogations qu'ils ont. C'est vrai, mais certaines questions sont difficiles à poser à ses parents. Les adolescents sont pudiques, ils ont parfois honte de poser certaines questions, alors Internet permet d'obtenir des réponses à toutes les questions sans filtre et sans tabou. Et au niveau de l'enseignement, quelles sont les conséquences de ces nouvelles utilisations technologiques chez les jeunes? On remarque que les cours en ligne se développent et plaisent aux jeunes lorsqu'ils sont associés à des moments en présentiel dans la classe. Les professeurs peuvent envoyer des vidéos pour se préparer au cours, expliquer une notion ou un fait historique. Cette partie du cours en ligne, ça libère du temps pour faire des activités de groupe, ça permet d'avoir plus de moments en interaction quand les élèves se retrouvent ensemble en classe. C'est donc intéressant de développer les cours à la fois en ligne et en présentiel, de façon complémentaire. Mais alors, entre les cours en ligne, le téléphone portable utilisé pour discuter avec les copains, la télévision quand ils rentrent de l'école et l'ordinateur pour jouer et s'informer, est-ce que nos jeunes ne sont pas envahis par les écrans? C'est toute la difficulté, en fait. Les écrans sont une source merveilleuse de savoir, mais il faut bien les utiliser. Les écrans font partie de notre quotidien et sont indispensables, mais il est nécessaire de séparer les moments avec et sans écran.
pendant la récréation par exemple, ou lors des moments de travail en groupe. Les jeunes doivent apprendre à ne pas les utiliser. À la maison aussi, il y a des moments où les jeunes doivent trouver d'autres activités que celles faites sur les écrans. Merci Alicia Labaca pour votre témoignage. Mais bon, l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 3, tu vas seulement écouter une fois. D'accord? Bon, Oui, ici, monsieur. ici les questions. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On connaît bien sûr la fête des voisins, Philippe, tous les ans depuis 20 ans au mois de juin. Eh bien, c'est aujourd'hui la fête des voisins au travail. Nuance, ça prend doucement, hein. 17 000 entreprises y participent, soit plus de 700 000 salariés selon les organisateurs. Oui, il va y avoir des buffets de viennoiserie, il va y avoir des chouquettes ce matin, des apéros entre entreprises voisines aussi, sur la zone d'activité, des tours dans lesquels on va circuler d'étage en étage, histoire de visiter la boîte d'au-dessus. L'idée de cette fête des voisins au travail, c'est plus de faire connaissance avec les salariés et les entreprises du voisinage que d'organiser un énième pot entre collègues. Alors il peut en sortir des propositions de covoiturage, des coups de main, une meilleure compréhension du boulot de celui que vous croisez tous les matins sur le parking, du business pourquoi pas, puis surtout de la convivialité. Et il y en a besoin parce que cette 6e édition de la fête des voisins au travail s'accompagne d'un sondage un peu inquiétant. Selon les 1085 salariés actifs interrogés par l'Institut Via Voice, les relations humaines au travail se sont encore dégradées. La proportion de ceux qui le pensent a gagné 8 points par rapport à l'an dernier et 10 points par rapport à il y a 2 ans. Et ce sont surtout les seniors qui s'alarment sur la détérioration des relations humaines au travail, bien plus que les jeunes, moins choqués par le phénomène. Copyright France Info. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On a beau être de bonne volonté, c'est pas toujours facile de savoir à qui donner. Rien qu'en France, il existe plus d'1 million d'associations. Ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Bonjour Marie-Emmanuelle Piquet. Bonjour Marjorie. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Rennes. Vous êtes la présidente et cofondatrice de Simone Donne. Alors Simone Donne, c'est une plateforme qui existe depuis décembre 2019. Elle permet de faire des dons à une trentaine d'associations directement depuis votre site. Ces associations, eh bien, elles sont classées par catégorie, par exemple en santé, environnement, protection animale ou encore culture. Et certaines sont connues alors que d'autres sont beaucoup plus petites. Et pour nous aider donc à faire notre choix, vous proposez un petit descriptif ainsi qu'une courte vidéo de présentation de chaque association. Pour les indécis comme moi, on peut également voir la répartition de l'ensemble des dons récoltés sur le site
selon les catégories. Et puis, pour les phobiques de l'administration, on peut même récupérer son reçu fiscal immédiatement après le don, directement sur le site. C'était important pour vous, Marie-Emmanuelle Piquet, de rendre le don simple, facile et varié? Oui, c'était vraiment très très important et c'est ce qui manque, je pense aujourd'hui, en tous les cas pour ceux qui ne donnent pas. On a rencontré beaucoup de non-donateurs qui nous ont remonté ça, ce besoin de flexibilité, de liberté, de simplicité. Copyright Europe 1. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On a vraiment envie de continuer dans cette dynamique d'un jeu qui s'adapte à l'enfant. Voilà, c'est pas l'enfant qui va s'adapter au jeu. Un jeu libre, éducatif, mais à la fois très sensé. Ouais. Ansel Schlupt, cofondateur de la marque de jouets Hopi. On a créé ce nom pour rassembler deux concepts. Le concept de hope, donc l'espoir, et happy, happiness, donc être heureux. Et vraiment, c'est les deux choses à la fois, nos jouets, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher tout le monde. C'est des jouets qui vont apporter des compétences, mais aussi beaucoup de plaisir à jouer. Pour la petite histoire, Hopia ou Hopi, en finnois, ça veut aussi dire savoir-faire, apprentissage, éducation. Et donc pour nous, c'était totalement logique d'adopter ce nom de marque. Hopi, c'est une histoire de famille, l'histoire de deux frères, Ansel et Bastien Schlupt. Ansel doit faire face très jeune à une maladie orpheline. Pendant qu'il est soigné à Barcelone, il étudie le design. En 2018, inspiré par son expérience personnelle, Ansel Schlupt crée avec son frère une marque de jouets basée sur des thèmes de l'enfance pour développer des compétences. Leur dernier jeu Pix a obtenu plusieurs prix, dont celui du jouet 2020. Pour Pix, on a fait un jouet qui développe la concentration et la dextérité des enfants, où on s'est beaucoup intéressé aux troubles d'attention, TDAH. J'ai un parcours de designer et dans mon parcours, je me suis toujours intéressé aux jouets, aux produits qui apportent un peu plus et qui sont vraiment vivants en fait dans les mains des enfants, parce que les jouets aussi ont été quelque chose d'important lors de ma jeunesse. Copyright RFI. Ok, donc maintenant tu continues euh, l'exercice de la compréhension écrite. D'accord? Ok. Oui, monsieur. Donc je te laisse faire tranquillement. D'accord? Juste, il faut finir dans 1 heure. D'accord? Ok? Tốt. Oui, monsieur. Production écrite byធ្វើតែ CE មួយបានខ្ញុំបញ្ជាក់មិនឲ្យ production មានប៉ុន្តែបាច់បនធ្វើទេធ្វើ1 ម៉ោងនោះធ្វើតែ production compréhension écrite ហ្នឹងហើយមួយទៀតចង់ឲ្យពេលនេះអាចគូកន្លែងចម្លើយដែលខ្លួនឯងគូលើនឹងតិចទៅតើ Oui. ដើម្បីព្យាចង់មើលថាហេតុអីបានជាតាណាយកចម្លើយនេះយកចម្លើយនោះអញ្ចឹងទៅតែមិនដាក់លេខទេគ្រាន់តែគូចំណាំខ្លួនឯងអញ្ចឹង Oui, monsieur. Bon, je te laisse, tu peux sortir. Pour demain, peut-être, si tu es libre, on va travailler 1 heure, si possible. D'accord? C'est bon. Oui, monsieur. តែពេលនេះ1 ម៉ោងវិញរៀនបាន1 ម៉ោងកន្លះសម្រាប់ផ្សាយទៅ Again, monsieur, non, peut-être.
ចង់ថាសងបរិញ្ញាសងបែកថ្ងៃអាទិត្យ អូ មក ស្អែកញ៉ាត់បាននោះ Monsieur ចឹង តែថ្ងៃច័ន្ទនេះបាន Monsieur ឥឡូវចាំជិះប្រាប់វិញចឹងណាអូខេ Oui Monsieur Au revoir bon courage